Salut les amis. Aujourd'hui je vous présente un nouveau format, un nouveau type de vidéo que j'appelle Deep Dive. Deep Dive, ça veut dire aller un peu plus loin que d'habitude, une plongée profonde littéralement en anglais. Et pour ce nouveau format, l'idée en fait c'est de prendre des albums et de montrer, de parler un peu de ceux qui ont fait de ces albums, des albums importants dans le reggae, dans la musique jamaïcaine. Voilà. Alors pour ce premier Deep Dive, j'ai choisi un album que tout le monde connaît. C'est Heart of the Congos, produit par Lee Perry et qui est sorti initialement en 1977. Alors, The Congos, c'est un groupe qui est aujourd'hui connu partout dans le monde, par tous les fans de reggae. Mais dans les années 70, au début des années 70 en tout cas, il n'existe pas encore. Et le groupe est initialement formé par Ashanti Roy et Cedric Myton. Alors, Cedric Myton, à cette époque-là, avant de former The Congos, il a fait partie d'autres formations auparavant, notamment The Tartans. The Tartans avec Prince Lincoln et Lindbergh Lewis. Et avec ce groupe-là, qui est un groupe qui a connu un petit succès à la fin des années 60 avec Dance All Night, un gros hit local si on veut, qui est sorti sur le label Maritone. Ils sortent quelques singles, mais c'est pas The Tartans, c'est pas un groupe qui aura une énorme discographie ni un énorme succès non plus. Avec Prince Lincoln, Cedric Myton, il fera partie du groupe de Prince Lincoln qui s'appelle Prince Lincoln and the Royal Rasses, et il participera à l'album qui s'appelle Humanity. Suite à cet album, Prince Lincoln il va partir vivre en Angleterre et Cedric Myton lui restera en Jamaïque, et c'est comme ça que finalement il cesse de faire partie des Royal Rasses. Ashanti Roy de son côté, lui il fait partie d'un autre groupe qui s'appelle The Sons of Negus. On connaît tous Ras Michael and the Sons of Negus, voilà. Et donc Ashanti Roy fait partie des Sons of Negus, qui est un groupe qui est basé beaucoup autour de la percussion Nyabinghi. Et Ras Michael connaîtra un succès dans la moitié des années 70 et à partir de là, notamment avec un album qui s'appelle Rastafari et d'autres LP, mais notamment avec cet album Rastafari, où on trouve des morceaux comme Glory Dawn, New Name Jagot, des choses comme ça. Ensuite, Ashanti Roy et Cedric Myton se rencontrent et forment The Congos et se rendent régulièrement chez Lee Perry, qui à cette époque-là est aux commandes du Black Hawk Studio. Et au Black Hawk Studio, c'est une sorte d'endroit très unique en fait dans l'atmosphère des studios jamaïcains, parce que Lee Perry, là-bas, il expérimente, il fait des choses complètement différentes de ce qui se font ailleurs. Et The Congos, là-bas, il lui propose des morceaux que Lee Perry met en musique avec les musiciens qui sont des musiciens réguliers au Black Hawk. Et ils enregistrent un morceau, deux morceaux, puis finalement Lee Perry se dit que c'est un groupe qui mérite de faire un album en entier. Ce qui est assez peu commun, relativement peu commun, parce que dans la musique jamaïcaine, c'est quand même beaucoup de musique qui fonctionne sur les singles, sur les 45 tours, les 12 inch, les choses comme ça, et moins sur les albums. Il y en a bien sûr, hein, mais le format de prédilection, c'est plutôt le single. Et ils décident ensemble de faire cet album, et au cours de plusieurs sessions, ils vont enregistrer le gros du contenu qui va faire l'album Heart of the Congos. Alors, les musiciens, on parlait des musiciens, qui sont les musiciens qui apparaissent sur cet album?
Alors, j'ai tout noté là sur mon ordinateur parce que j'ai pas une mémoire suffisante pour tout détailler de tête. Le bassiste principal, ça va être Boris Gardner, euh, qui par ailleurs avait un groupe à lui-même, The Boris Gardner Happening, euh, et qui est connu pour être un des grands bassistes de studio de cette époque-là, des années 70 en Jamaïque. À la batterie, on a Mikey Boo Richards, pareil, grand batteur de studio. Pas super connu pour nous autres ici en Europe, mais si on regarde les crédits de tout un tas de productions des années 70, il est souvent là. À la batterie, il y a aussi eu sur un ou deux morceaux Sly Dunbar. Qui est-ce que nous avons d'autre? À la guitare, nous avons Jeffrey Chung, très connu pour la guitare rythmique. À la guitare lead, on a Ernest Ranglin, grande célébrité jamaïcaine, qui a participé à d'innombrables productions. Qui avons d'autres? Au clavier, on a Winston Wright, qui joue d'ailleurs la basse sur Congo Man. Et c'est intéressant, Congo Man, un des titres sur l'album. Cette mention elle est intéressante parce que ça montre à quel point c'était relativement informel. C'est-à-dire que, comme souvent dans les studios jamaïcains, il y a des musiciens qui sont là régulièrement et qui jouent sur la plupart des productions pendant un temps. Mais si, pour une raison ou une autre, un jour un musicien n'est pas là, il peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, Winston Wright, qui sur la plupart de l'album joue les claviers, eh bien, ce jour-là, peut-être que Boris Gardner était occupé ailleurs, et du coup on a dit à Winston Wright, ok, joue la basse sur Congo Man. On a aussi à la percussion Sticky Thompson, grand percussionniste jamaïcain. On peut imaginer, en tout cas au vu de la couverture, que parfois les Congos eux-mêmes jouent certaines des percussions. À la guitare également, on a Billy Johnson. Donc ça devait dépendre, pareil, des jours, parce que j'imagine qu'il n'y a pas deux guitaristes rythmiques, et que le guitariste lead, peut-être que des fois c'était Jeffrey Chung, et des fois c'était Ernest Ranglin. Selon les jours, c'est pas précisé dans toutes les informations que j'ai pu trouver. On n'a pas pu établir tel jour qui c'est qui a joué sur quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Aux keyboards aussi, enfin au clavier, il y a aussi des crédits pour Keith Sterling. Donc pareil, il y a des jours où il devait y avoir deux claviers et peut-être des jours où c'est certainement un des deux qui jouait selon les moments. Voilà. Alors, cet album, il est intéressant à plein d'égards. Au niveau du contenu, de la musique, mais au niveau de son histoire très particulière. Parce que à cette époque-là, Lee Perry, il travaille en collaboration avec Island Records et il a notamment de grandes productions qui sont sorties, par exemple les albums qu'il a fait avec Max Romeo, War in a Babylon and Open the Iron Gates, qui ont été des succès internationaux énormes, et d'autres productions qui sont sorties de chez lui, notamment Police and Thieves de Junior Marvin, pas Marvin, et tout un tas d'autres de morceaux qui sortent du Black Hawk. Et donc, Lee Perry, qui n'est pas officiellement signé chez Island, collabore avec eux, et certaines de ses productions sortent distribuées par Island ou en collaboration avec Island. Donc, ils enregistrent cet album au Black Hawk, The Heart of the Congos, et il y a un premier mix qui est fait, un mix relativement basique pour ce qui est de Lee Perry, qu'il propose à Chris Blackwell et à Island Records. Et Island dit oui, on est intéressé, ça nous intéresse cet album, on va pouvoir faire quelque chose avec. Et d'ailleurs, il y aura une unique sortie en single de Congo Man,
qui sera en 12 inch sur le label Island. Mais en fait, l'album lui-même ne sort pas chez Island et ne sortira pas chez Island. Et c'est assez surprenant parce que aujourd'hui, quand on pense au classique que c'est devenu, on se dit waouh, comment ils ont fait pour rater cette occasion. Alors il y a différentes explications qui sont proposées. Par exemple, certains disent que c'est parce qu'à cette époque-là, Island était concentré sur la promotion de Bob Marley, qui ne voulait pas vraiment brouiller les pistes ni créer une concurrence interne entre les différents artistes reggae qu'ils avaient, et qu'au contraire, ils ont pris cet album et qu'ils l'ont quelque part étouffé de façon à ce qu'il ne sorte pas de lui-même et donc ne créer pas de concurrence aux albums de Bob Marley. Bon, savoir exactement le vrai du faux, on ne sait pas. Toujours est-il que l'album ne sort pas chez Island et ne sort presque pas tout court en fait. Lee Perry, ce premier mix lui-même, il en édite quelques centaines de copies, qui sont d'ailleurs connues aujourd'hui et très recherchées, parce que Lee Perry lui-même peint sur les côtés là où il y a les bandes, vous voyez, il peint à la main des bandes au-dessus du noir. Et donc ces copies-là, peintes à la main par Lee Perry, sont extrêmement recherchées. Mais c'est pas une grande distribution et c'est un pressage local relativement limité. Alors, bien sûr, les Congos sont dépités, quoi. Ils se disent, on a fait cet album, il est super, et il ne sort pas, ou très peu, on n'est pas rémunéré pour le travail qu'on a fait. Et du coup, ils parlent à Lee Perry. Lee Perry leur dit, bon les gars, ça sort pas, je sais pas, c'est des problèmes avec Island, les copies que j'ai sorties, ça s'est pas vendu par millions ici en Jamaïque. Donc, ce que je vous propose, c'est que je refais un deuxième mix, un mix beaucoup plus poussé, et je vous donne les tapes, quoi, les bandes, et vous pouvez aller de vous-même le presser et essayer de gagner de l'argent comme ça. C'était quelque chose de pas entièrement rare en Jamaïque. Il y avait des arrangements comme ça parfois entre les producteurs et les artistes. Ils leur donnaient un stamper, c'est-à-dire une matrice pour pouvoir presser, ou même les bandes, carrément des copies des bandes, pour pouvoir presser eux-mêmes des copies et se gagner quelque chose. Bon, c'est ce qui se passe. Les Congos pressent quelques copies sur leur propre label Congo Ashanti. Congo Ashanti, attendez, je vais vérifier, je dis pas de bêtises parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une vidéo où on est censé dire des choses vraies, et c'est bien ça, Congo Ashanti. Et bon, pareil, c'est un pressage assez limité et qui ne se vend pas par millions ni par centaines de milliers. Cedric Myton et Ashanti Roy partent en Angleterre essayer de se développer dans la musique, et ils enregistrent d'autres choses en Jamaïque et ailleurs. Et en Angleterre, en fait, ils font la rencontre d'un groupe qui a beaucoup de succès à la fin des années 70, début des années 80, qui est un groupe qui fait partie de ce mouvement qu'on appelle two-tone, c'est-à-dire c'est un renouveau du ska, du rocksteady, fait par des groupes anglo-jamaïcains, souvent avec beaucoup d'anglais anglais, mais aussi en collaboration avec des Jamaïcains nés en Angleterre ou des descendants de Jamaïcains. Et ce groupe-là, The Beat, a du succès et par conséquent un peu d'argent. Et avec The Beat, ils font un deal de façon à sortir cet album. Et là, The Beat, ayant une petite force de frappe quand même, a réussi à écouler un bon nombre de copies. Et c'est le premier vraiment grand tirage de cet album. Alors, à noter, d'ailleurs, le nom du label de The Beat, c'est Go Feet. Vous pouvez le voir ici en bas, Go Feet. Alors, à noter quelque chose de surprenant, et c'est pour montrer un peu les méandres de la production et les deals différents.
Il y a un label français, fin des années 70, qui se lance dans une petite production en France d'albums obtenus par licence et qui rencontre, je ne sais pas si c'est Lee Perry ou si c'est The Congos, mais c'est certainement Lee Perry parce que le mix qu'il a, c'est le mix original et qui sort en France sur 2 labels différents. Je crois que c'est Jalev Records, est-ce que je l'ai noté? Je ne l'ai pas noté, c'est pas bien. Deux tirages très très limités de l'album Heart of the Congos en France, fin des années 70, début des années 80, qui pareil, bon en fait, distribution ultra restreinte. Et aujourd'hui, ces albums-là sont extrêmement difficiles à trouver. Je veux dire, si on tombe dessus dans une brocante, ça c'est un mot pour tout le monde, hein, si vous tombez dessus dans une brocante, achetez-le. C'est une pièce de collection ultra difficile à trouver. Et je n'en ai jamais vu. J'ai vu des photos, mais je n'en ai jamais vu. Voilà. Et cet album-là, en fait, c'est marrant parce que finalement, il va être pressé à plein de reprises. Plein de reprises, mais souvent en petite quantité. Et il acquiert quand même un statut de grand album, mais à la distribution chaotique et au tirage le plus souvent limité. Alors ce qui va changer les choses un peu, c'est le label Blood and Fire. Blood and Fire décide de le rééditer au milieu des années 90. Blood and Fire, c'est un label anglais lancé par Steve Barrow. Et il se lance dans une série de compilations, de pressages variés de choses qui, à l'époque, sont mal distribuées dans le monde de reggae. Et il se décide de represser, enfin, même de rééditer quelque part cet album Heart of the Congos en changeant carrément la couverture, comme vous le voyez. Au centre, on voit la couverture originale, mais en faisant tout un nouveau design et en faisant un repackaging parce que c'est un gatefold, c'est-à-dire un double disque. Et du coup, au lieu d'avoir les 10 morceaux initialement présents sur cet album, là on trouve donc 12 morceaux qui sont répartis sur 4 disques, donc 3, 3, 3, 3, 3, et dont 3 morceaux, enfin 2 morceaux qui n'étaient pas présents initialement sur le LP, qui sont At the Feast et Nicodemus. Et ce pressage de Heart of the Congos, lui par contre il va être très bien distribué et ça va vraiment remettre les Congos dans la pensée des fans de reggae du moment et quelque part leur ouvrir les portes pour une nouvelle reconnaissance. Et c'est d'ailleurs suite à ce pressage qu'il y a de nombreux repressages, notamment cette copie là par exemple. C'est une represse postérieure à cette sortie en 96, faite par VP, qui, comme je vous l'ai montré, a pris la licence à Go Fit. C'est surprenant comme méthode, parce que, comme je vous dis, c'est normalement une production Lee Perry qui appartient à Lee Perry. Mais, comme je vous l'ai aussi dit, les Congos avaient des bandes et ils les ont donné en licence à Go Fit, qui ont vendu la licence à VP Records en Amérique. Enfin, comme souvent dans les histoires de droit et de propriété intellectuelle jamaïcaine, c'est pas toujours si clair. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu l'historique autour de cet album Heart of the Congos. Et ce que je pensais faire dans ce format, c'est aussi pas jouer les morceaux en entier et comment dire, les traduire en entier parce que d'une part souvent, comme c'est certainement le cas avec
cet album, les morceaux sont détenus par plusieurs personnes et il pourrait y avoir des, comment dire, des strikes sur la vidéo pour dire ah, vous n'avez pas le droit de jouer ce contenu, etc. Donc je vais jouer des petits extraits et surtout parler du contenu du texte sans pour autant comment dire, tout traduire en long, en large. Donc on va commencer avec le premier morceau de cet album et c'est peut-être le plus connu des Congos. C'est Row Fisherman Row. Alors, Row Fisherman Row, il est iconique à plusieurs niveaux. Alors, il y a un single qui sort initialement en Jamaïque par Lee Perry. Moi, j'ai la represse qui est sortie là l'année passée par un label de represse anglais. Mais l'original ressemble aussi à ça. Hein. C'est-à-dire Upsetter, Congo, Row Fisherman Row. Mais il y a un deuxième single qui existe aussi de Row Fisherman Row qui est sorti par le label Go Feet, comme je vous disais, le label du groupe The Beat. Et sur la face B, il n'y a pas la version, contrairement à la version au pressage jamaïcain. Ici, il y a Can't Come In, qui est un autre morceau présent sur l'album, et qui n'existe que sur ce pressage. C'est l'unique single sur lequel on trouve Can't Come In des Congos. Bon, on va écouter un petit peu, un petit début de ça, et on va parler du contenu de ce morceau. Et donc, ça commence et on entend d'ailleurs une voix très grave qui n'est ni la voix de Cedric Myton, ni la voix de Ashanti Roy. Et c'est normal, c'est la voix de Wattie Burnett. Et vous remarquez que Wattie Burnett, il est pas sur la couverture. Il est pourtant aujourd'hui considéré comme un membre intégral des Congos. Mais finalement, les Congos sont présentés comme Ashanti Roy et Cedric Myton. Mais sur tout l'album, on entend Wattie Burnett avec sa voix baryton très grave. Et en fait, c'est Lee Perry qui a demandé à Wattie Burnett d'intégrer le groupe pour donner une troisième voix en contraste avec les voix très aiguës de Cedric Myton. Le pitch moyen de Ashanti Roy et en contraste on a Wattie Burnett avec sa voix très... Et donc le morceau commence en disant Row, fisherman row, keep on rowing your boat, lots of hungry belly pickaninny day ashore. Et donc cette chanson elle commence en disant rame, pêcheur, rame, continue de ramer sur ton bateau parce que de nombreux enfants au ventre vide sont sur le rivage, sur le rivage de la mer. Et ce morceau, en fait, il a une sorte de double sens, parce que, bien sûr, en fait, il parle de la réalité jamaïcaine, c'est-à-dire le fait que en Jamaïque, la Jamaïque étant une île, beaucoup de gens sont pêcheurs. C'est un moyen de subsistance pour bon nombre de personnes, et beaucoup de Jamaïcains consomment bien sûr du poisson, des fruits de la mer, etc. Et donc on a ce côté description finalement de la réalité de bon nombre de personnes, le pêcheur qui part en mer chercher du poisson, nourrir les gens qui attendent, nourrir sa famille. Mais on a aussi, et ça va être une constante dans tout l'album, un aspect spirituel à tout ça, qui est l'image du pêcheur dans la Bible. Et le pêcheur littéral, hein, c'est-à-dire celui qui part à la pêche, comme Jésus,
Et d'ailleurs, un peu plus tard dans le morceau, on entendra le texte qui dit Simon, Peter, James and John. Euh, euh, et il parle en fait de noms de pécheurs qui sont en fait des disciples de Jésus dans la Bible et qui sont dans la Bible aussi des pécheurs. Et on se souviendra que c'est lors d'une histoire où on parle de pêche que Jésus marche sur l'eau, d'ailleurs, un de ses miracles. Donc, dès le début, Fisherman, il parle d'une part de la réalité concrète, quotidienne des Jamaïcains, mais il parle aussi d'un aspect plus spirituel, de l'idée selon laquelle les temps bibliques ne sont pas tellement différents des temps actuels. Voilà. Le second morceau qui apparaît sur l'album, c'est le morceau Congo Man. Et Congo Man, il est intéressant parce que justement, il est très, tourné autour de la percussion, mais aussi, et c'est surprenant, on ne s'en rend pas forcément compte, d'une boîte à rythme. Et on se dit, pour un album ultra roots, bien en fait, quand on écoute bien, c'est une boîte à rythme qui tape le... Mais aussi des percussions. Et cette idée de Congo Man, pourquoi est-ce qu'on parle du Congo en Jamaïque? Mais parce qu'en fait, cette image du Congo Man, c'est l'image de l'homme qui est en lien avec ses racines africaines. Et une partie des esclaves ou des travailleurs sous contrat qui sont venus en Jamaïque étaient originaires de l'Angola, du bassin du Congo, et ont amené avec eux des rythmes de percussion, des percussions lors de leur venue en Jamaïque. Et une partie au moins de la tradition du jeu de percussion en Jamaïque vient de cet héritage congolais ou de l'influence congolaise dans sa région. Et donc ce morceau, Congo Man, c'est une célébration un peu de ça. Et on va écouter un peu le texte, vous allez voir, c'est assez simple. Hop, on va remettre au début. Et donc il commence en disant « Out of Africa comes the Congo Man ». Et donc tout simplement, comme je vous disais, c'est un rappel que c'est hors de l'Afrique qu'est venu le Congo Man. Et le Congo Man, en Jamaïque à cette époque-là, c'est venu aussi à décrire le Rastaman, c'est-à-dire l'homme qui fait partie du mouvement Rasta, la femme aussi, mais le plus souvent l'homme en l'occurrence, et qui est en lien avec ses racines. Et donc là, il dit Bongo Ashanti, Congo Ashanti. Et là, on voit une sorte de mélange finalement des influences africaines dans c'est ce qu'ils disent, quoi. Parce que Congo, c'est le bassin du Congo, c'est le centre et le sud-ouest de l'Afrique. Et le royaume Ashanti, c'est plutôt le nord-ouest, tout ce qui est Ghana, etc. Et en fait, ce sont des choses qui, notamment à cette époque-là, sont pas forcément, dont l'histoire n'est pas très bien connue. Et pour les Congos et pour beaucoup de Rastas de cette époque-là, pour eux, c'est une ère civilisationnelle, c'est-à-dire c'est le royaume Ashanti, le royaume Congo, toutes ces choses-là forment un grand tout, l'Afrique, qui représente finalement les racines. Donc ils disent Congo Bongo, Congo Ashanti. Ça devient une sorte de chant, comment dire,
hypnotisant, quoi. On l'entend des dizaines, voire des centaines de fois dans le morceau. Et donc, ce morceau-là, il est intéressant parce qu'il est aussi, comment dire, il rappelle ces sessions de percussion qui ont lieu lorsque les Rastas se rassemblent pour chanter, prier avec les percussions, les Nyabinghi, les Ground Nation, on appelle ça, les sessions Nyabinghi, où on chante de manière répétée, souvent des chants très simples au niveau des textes, mais qui sont répétés pour presque induire une sorte de transe spirituelle, toute la nuit, pendant des heures, voire des jours des fois. Et ce morceau, il rappelle cela, et on pense au fait que, comme je vous disais, Ashanti Roy a fait partie des Songs of Negus, qui sont connus aussi pour cette musique Nyabinghi, et que Cedric Myton et Ashanti Roy, lors d'interviews, ils disent qu'à cette époque-là, ils fréquentaient régulièrement ces sessions Nyabinghi où ils puisaient la force spirituelle, pouvaient exprimer leur foi. Et le morceau va continuer, je ne vais pas trop en jouer parce que je vais essayer de faire en sorte que il ne coupe pas le son dans la vidéo. Mais un petit peu plus tard, dans le texte, il dit We come with our culture to enlighten the world with songs and psalms and praises. Et donc il dit, nous venons avec notre culture afin d'illuminer le monde, de donner l'illumination au monde avec des chansons, des psaumes et des louanges. Et donc cette musique-là, pour les Congos, c'est une musique spirituelle qui vient amener la culture Rasta, la culture originelle de l'Afrique, à travers la musique et la diffuser partout. Donc on va passer au prochain morceau, qui est le morceau qui s'appelle Can't Come In, et il est intéressant à plus d'un égard. On va commencer par l'écouter. Alors, Can't Come In, voilà. Alors, comme je vous disais, Can't Come In, il apparaît sur ce single, 7-inch de Go Feet. Et ce single sortira en 1981, donc quelques années après l'album. Can't Come In. Donc le morceau commence en disant Open up the gates of Zion, Africa we want to go. Et donc, dans la Bible, comment dire, le mont Sion, Zion, c'est en Israël, dans le pays, enfin dans la terre d'Israël, et c'est un des endroits les plus saints du monde. Mais pour les Rastas, en fait, ils ont réévalué ce lieu, et pour eux, Zion, c'est le paradis sur terre, c'est quelque part où l'on peut atteindre si on en est digne et on l'atteint de manière vivante, pas lorsqu'on meurt. C'est pas le paradis des chrétiens, même si ça aujourd'hui ça a eu tendance à changer. Aujourd'hui on dit Rest in Zion, alors que à l'époque en tout cas, Zion c'était pas un endroit où on allait pour mourir, au contraire on allait pour vivre. Et il fallait être bien vivant, et on vivait pour toujours dans la droiture à Zion. Et Zion, par extension, c'était l'Afrique. Et donc, le morceau dit « Open up the gates of Zion, because Africa we want to go ». Ouvrez donc les portes de Zion,
parce que vers l'Afrique, c'est là où nous voulons aller. Donc ils disent repatriation is at hand, I know where the black man stand. Et donc là, on est vraiment dans un contexte très particulier de cette deuxième moitié des années 70 où beaucoup de Rastas estiment que d'un jour à l'autre, le jugement dernier va prendre effet et que les hommes de droiture, les Rastas notamment, vont être rapatriés en Afrique, la terre des Noirs, et que c'est pas quelque chose qui va arriver dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Non, c'est quelque chose qui va arriver la semaine prochaine, le mois prochain, très prochainement. Et donc quand ils disent « Open up the gates of Zion, Africa we want to go, repatriation is at hand, I know where the black man stand », je savons où l'homme noir se tient, c'est pour cela que le rapatriement est proche. Et c'est tout un tas de morceaux qui disent ça à cette époque-là, hein, bien sûr, comme un des plus connus, c'est Black Starliner, le Fred Locks, et il y en a des centaines. Border de Gregory Isaacs, etc., il y en a plein. Et ce morceau-là, il s'inscrit dans cette idée. Et en fait, cette idée, elle est soutenue, elle est, comment dire, elle est appuyée par ce qu'ils vont garder. Et dit donc to the west coast of Africa, east, north and south, vers la côte ouest de l'Afrique, vers l'est, le nord et le sud. Et dit repatriation is a must up a yard. Et donc, d'ailleurs, je vais préciser ça pour les francophones. Il dit bien must, M-U-S-T et pas most. It's a must, c'est quelque chose qui doit arriver. Et donc il dit le rapatriement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest de l'Afrique, c'est quelque chose, on va rentrer chez nous et c'est obligatoire. From the end of the world. Et donc là, il cite carrément la Bible en appui de ces idées-là qui nous proposent, en disant just say unto the south give up, and to the north hold not, and to the south, to the west, et à l'ouest ne retenez pas. Et donc là, en fait, c'est un extrait de Matthieu 25, les versets de 1 à 13. Si vous voulez les vérifier dans votre Bible, pour ceux qui l'ont chez eux. Et dit, donc Jah a dit au sud et à l'ouest, ne retenez pas mes enfants. Send my sons and my daughters from the ends of the earth. Envoyez donc mes fils et mes filles des quatre coins du monde. Et donc l'idée finalement, dans cette citation de Matthieu 25, dans la Bible, c'est pour appuyer dans la réalité du moment, dans la seconde moitié des années 70, quelque chose qui a été créé dans la Bible depuis plus de 2000 ans. Et pour dire, ce qui se dit dans la Bible, en fait, c'est pas simplement des histoires anciennes, c'est quelque chose qui est en train de se passer là maintenant. Et les choses dont on a lu, que nous avons lues depuis notre enfance et que nous avons réexaminées en tant que Rasta, sont en train d'avoir lieu en ce moment même. Et c'est de ça que s'agit Open Up the Gates. C'est un des morceaux parmi tous les morceaux spirituels de cet album. Celui-là, elle parle de cet aspect-là. L'idée que les Rastas, à ce moment-là du mouvement, estiment que, incessamment sous peu, les Rastas qui vivent dans la droiture seront rapatriés vers Zion, autrement dit,
l'Afrique. Alors, le prochain morceau qu'on va un peu expliquer, c'est Children Crying, qui est un autre morceau qui a été sorti en single. Il a été sorti en single par les Congos eux-mêmes en 79. Alors justement, Open Up the Gate, c'était l'autre côté, c'était la face A ou la face B. C'est plutôt c'est face A, mais face B pour Open Up the Gate et face A pour Children Crying, celui qu'on va découvrir. Mais en fait, c'est un double A-side, à mon avis. C'est-à-dire que les deux morceaux se valent, il n'y a pas tellement de face A, face B. Et là, on va écouter donc Children Crying. Et donc ce morceau-là, on revient dans cette recontextualisation des événements de la Bible par rapport au monde moderne. Et là, le morceau commence en disant « Jaja, the children are crying in the wilderness ». Alors, dans la Bible, quand on parle des enfants qui pleurent dans la nature sauvage, wilderness, c'est la nature sauvage, en fait, ça fait référence à Moïse. Ça fait référence à Moïse et les Israélites qui sont perdus en Égypte et qui sont loin de chez eux. Mais ici, c'est revisité pour le contexte des Rastas, et il dit « Jaja », donc Dieu, tes enfants pleurent dans la nature sauvage. Et il commente en disant « Cela n'est pas bon, that not right ». Il dit « Send us a prophet to warn the nation ». Et donc, il implore Dieu d'envoyer un prophète afin de prévenir la nation de ce qui est en cours. Et finalement, c'est le rôle de beaucoup de chanteurs de reggae. Hein. Souvent, les chanteurs rasta de reggae, en tout cas, se considèrent un peu comme des avertisseurs, des porteurs du message divin, de cette révélation qui est le mouvement rasta. All the children and this creation, all of the people that you see will be the children of the Most High. Et j'ai toujours aimé cette phrase, ça m'a toujours beaucoup touché. Et il dit all the children that you see will be the children of the Most High, Jah Rastafari. Et donc il dit envoie-nous un prophète pour prévenir la nation, pour amener un avertissement à la nation. Et tous les enfants que vous verrez, tous les gens finalement du monde que vous verrez, sont les enfants du Tout-Puissant, Jah Rastafari. All of that you see will be the children of the Most High. All the children that you see, all the people that you see will be the children of the Most High, Jah Rastafari. Et donc l'idée c'est que dans le monde dans lequel on vit, les gens sont perdus, et notamment les descendants de l'esclavage et les Rastas, qui reconnaissent cette situation et qu'il faut un retour vers l'Afrique pour ces gens-là. Ce morceau-là, c'est une sorte de supplique, c'est une prière pour Dieu, envers Dieu, Jah, pour qu'il intervienne pour mettre plus rapidement en marche le processus qui doit avoir lieu. Voilà. Et justement, Bam, c'est le 5e morceau de cette face A de l'album. On va découvrir un peu de quoi il s'agit. C'est toujours une progression dans cet album au contenu ultra spirituel. Bam, bam.
donc, il faut préciser déjà dès le début le sens de ce titre. Watalala bam bam, watalala, watabam bam, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, sont des manières de dire quelle situation explosive, quelle chose extraordinaire se passe, c'est complètement inhabituel. Watabam bam, watalala, ce sont ces idées-là. Et donc, là encore, on revisite l'histoire en disant For 30 pieces of silver they sold Jarasta, and why did they do that? Et donc il dit, pour 30 pièces d'or, ils ont vendu Jarastafari, et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors on peut le voir sous différents angles. On peut imaginer d'une première analyse que Jésus de la Bible et Jarastafari ne sont pas différents, enfin, dans la conception Rasta ne sont pas différents, puisque d'ailleurs, Jarastafari, Haile Selassie, c'est la seconde venue du Christ sur Terre. Donc, forcément, si c'est la seconde venue, c'est la même personne. Mais on peut aussi voir ça sous le contexte qu'en 1975, en Éthiopie, il y a une révolution au cours de laquelle l'empereur disparaît. Et on peut peut-être imaginer qu'ils voient ça aussi sous cet angle, c'est à savoir pourquoi est-ce que ces gens-là ont agi comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont trahi l'empereur. C'est pas explicite, c'est pas dit que c'est cette interprétation qu'il faut avoir, mais c'est la première chose, Watalala, Watabambam, quelle situation extraordinaire. Pour 30 pièces d'or, ils ont vendu Jarastafari. Ensuite, on parle de cette histoire qu'on retrouve souvent dans les chansons de reggae parce qu'elle est évocatrice de la foi. Shadrach, Meshach and Abednego. Et ce sont les trois frères qui furent lancés dans le feu parce qu'ils refusaient de renoncer leur Dieu et ils sont sortis indemnes de ce feu. Ce qui forcément a convaincu bon nombre de personnes dans Babylone que leur Dieu devait être le vrai Dieu. En tout cas, c'est l'histoire biblique. Ensuite, on parle de Daniel and the Lion's Den, c'est une histoire très similaire. Daniel, qui refusait pareil de reconnaître les faux dieux de Babylone, fut envoyé dans la fosse aux lions. Et malgré cela, le lion ne lui causa aucun mal et il put ressortir comme il était rentré. Et donc ça continue avec encore une autre histoire, l'histoire de Joseph avec son manteau de nombreuses couleurs qui a été trahi par ses propres frères. De nombreuses histoires de la Bible, par exemple celle de Joseph, on peut la trouver dans la Genèse 37, 11, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le détail exact. Enfin, tout ça pour dire que tous ces morceaux-là, toutes ces histoires-là sont citées dans Watalala Bam Bam pour parler d'événements extraordinaires qui ont eu lieu et les ramener aussi à la réalité du moment, c'est-à-dire la foi et la conviction malgré l'adversité. Oh yes, Watalala Bam Bam. Et donc, la seconde phase continue en fait dans cette, dans cette veine, parce qu'en fait tout l'album est comme ça, il n'y a pas de morceaux légers sur l'album, il n'y a pas de morceaux dansants ou qui parlent d'une chérie ou des choses comme ça, non. Cet album, c'est vraiment, un manifeste spirituel. Et le prochain morceau, c'est Can't Come In.
Et donc là, ce morceau-là, il est can't come in, ça veut dire tu ne peux pas rentrer. Euh, et en fait, il s'agit d'une image de quelqu'un qui tape à la porte, qui tape à la porte du Seigneur et qui continue de frapper à la porte, mais qui ne peut pas rentrer parce que finalement ses actions ne sont pas assez justes et la mal agit. You got to be clean to enter. Et c'est ce dont parle Cedric Martin in the Congos. You keep on knocking, but you can't come in. So you keep on knocking, but you can't come in. Keep on knocking, but you can't come in. The door is locked, and then you got to be ready. Et donc, cette histoire-là, elle est relatée dans Matthieu 25. Et l'idée, c'est lorsque le Seigneur vient, il faut être prêt. Et être prêt, ça veut dire agir de manière droite, de manière intègre. Parce qu'au moment où on se rend compte qu'il fallait pas faire ces choses-là, c'est déjà trop tard. En fait, il fallait se préparer avant et on pourra frapper à la porte et ce sera trop tard. Et il y a plein de morceaux d'ailleurs qui abordent cette idée du jugement, comment dire, qui peut paraître dur en vérité. C'est mercy gone and judgment come. C'est la fin de la miséricorde et le début du jugement. Donc finalement, on a eu l'occasion de montrer notre valeur et maintenant c'est l'heure des comptes. Alors, le prochain, justement, en parlant de comptes et de jugement un peu sans concession, on va arriver à un morceau un peu, comment dire, polémique, si on veut, dans le monde européen. Le morceau s'appelle Sodom and Gomorrah. Et Sodom and Gomorrah, c'est une histoire qui est relatée dans la Genèse 19-13. Et c'est l'histoire, en fait, de deux villes dans laquelle les gens agissaient très mal, ils ne respectaient pas les lois de Dieu, notamment les lois sur comment on appelle, la droiture dans la sexualité, et donc l'activité homosexuelle, l'inceste, ces choses-là, n'étaient pas respectées. Et malgré le fait qu'ils soient prévenus, Dieu envoie Lot et sa femme, ils se trouvent là, et au moment où finalement le jugement va s'abattre sur Sodome, les villes de Sodome et de Gomorrhe, Lot, lui et sa femme qui sont droits, intègres, sont sauvés, et on leur dit quittez parce que demain ou plus tard le jugement va s'abattre sur ces villes, et ils quittent. Et la seule injonction qu'il y a, c'est ne vous retournez pas une fois que vous avez quitté ces villes, pour observer ce qui s'y passe. Et ce que fait Lot ne se retourne pas, mais sa femme se retourne. Et la femme de Lot sera transformée en pilier de sel parce qu'elle n'a pas obéi au commandement. Et c'est d'ailleurs le thème de plusieurs chansons, notamment Lot's Wife de Prince Allah, que vous connaissez certainement. Donc ce morceau-là, Sodom and Gomorrah, il relate ces histoires-là, et l'idée c'est l'obéissance au commandement divin. On parle aussi de ce qui se passe dans l'Apocalypse. On va écouter le morceau vite fait et détailler quelques textes. En disant Sodom and Gomorrah was destroyed by fire. Les villes de Sodome et Gomorrhe furent détruites par le feu. Et cette imagerie du feu et du jugement par le feu, c'est d'ailleurs une imagerie qui est répandue tout à travers le reggae des années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, le premier grand jugement
qui a eu lieu dans la Bible, c'était le jugement par l'eau, c'est-à-dire le déluge et ce qui s'ensuit. Et le deuxième jugement, lui, ne vient pas avec l'eau, mais il vient avec le feu. Et ces histoires-là qui sont racontées, comme la destruction par le feu de Sodome et Gomorrhe, sont une illustration de ces choses-là. Alors, aujourd'hui, ici, en Europe, en 2025, dans le monde occidental en tout cas, de plus en plus, on rejette ces idées qu'il y a dans la chrétienté, dans la Bible, d'interdiction de l'homosexualité, etc., etc. Ce qu'il faut remettre en contexte, c'est que jusqu'à il y a vraiment très, très peu de temps, en Europe, comme partout dans le monde, tous les pays chrétiens, l'homosexualité était interdite et réprimée, même par la loi. C'est-à-dire qu'en France, c'était interdit jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en Angleterre aussi, en Jamaïque, jusqu'à aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Et ce ne sont pas des lois qui ont été mises en place par les Jamaïcains à proprement parler, mais par le gouvernement britannique lorsqu'il a été aux commandes de cette colonie pendant presque 300 ans, quoi. Donc, la plupart du monde était comme ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et relativement récemment, les pays occidentaux ont changé de point de vue sur cette histoire, essentiellement parce que la plupart des gens ont abandonné la chrétienté, et donc par conséquent ses règles, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde, et c'est sous ce prisme qu'il faut comprendre ce que disent ces gens. C'est que pour les chrétiens dans le monde entier qui n'ont pas rejeté leur religion, et pour les Rastas pour qui une grande partie d'entre eux, leur foi est basée sur la Bible, sur des extraits bibliques, même réinterprétés. Pour eux, ça ce sont des faits historiques, c'est même pas une histoire d'image ou d'histoire pour faire comprendre que non. Pour eux, voilà ce qui s'est passé. Et donc, par conséquent, si c'est un fait historique, on ne peut que se mettre en accord avec ça, sinon on rejette la loi de Dieu. Donc bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça revient à chacun, en son âme et conscience, de décider. Mais c'est le contexte de ce morceau, Sodom and Gomorrah was destroyed by fire. Et si vous voulez en savoir un peu plus, comme je vous disais, dans la Bible, vous pouvez, par rapport à ce morceau, regarder la Genèse 19, 13, et aussi le livre de l'Apocalypse, verset 12, chapitre 1, verset 12-13. Il y a des précisions par rapport à ce qui se dit dans ce morceau. Voilà. Et justement, le prochain morceau s'appelle The Wrong Thing, et ça continue dans cette idée un peu. C'est comme si la phase A était plus descriptive et la phase B beaucoup plus de jugement. Pas que, mais il s'est trouvé comme ça, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Ce morceau-là, qui s'appelle The Wrong Thing, en fait là il parle, là c'est mon interprétation, mais je pense qu'elle n'est pas, si elle n'est pas 100% juste, elle n'est pas loin d'être 100% juste, disons. Il parle The Wrong Thing, il parle des gens autour d'eux en Jamaïque, parce qu'en fait en Jamaïque, la plupart des gens sont pratiquants chrétiens, et lui il dit, Every day they just pray and they cry every day. Et donc il dit tous les jours les gens prient et ne font que soupirer et pleurer. Et il dit la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'en fait ces gens-là se trompent dans l'objet de leur pratique. Parce qu'en fait les Rastas, comme je vous disais, en grande partie c'est basé sur la Bible. Mais pour les Rastas, en fait, la pratique du christianisme telle qu'elle a été imposée par
l'Angleterre, l'Occident, c'est la fausse pratique. C'est-à-dire que les chrétiens, en fait, vont à l'église, prient, etc., mais ne sont pas sincères pour eux, selon leur interprétation, ne sont pas sincères dans leur pratique. Et au contraire, le mouvement Rasta est une approche beaucoup plus intègre, plus avec le cœur de la réalité du message de Jésus et par la suite de Rastafari, Haile Selassie. Et donc pour eux, ils disent, tous les jours ces gens-là vont prier et ils soupirent et ils pleurent parce qu'en fait ce qu'ils font c'est the wrong thing, c'est les mauvaises choses, c'est pas la bonne pratique. Et il dit, every day my people go into the church, yet the living seems worse and worse. Tous les jours, mon peuple va à l'église, pourtant la vie quotidienne semble s'empirer de jour en jour. They talk about Marcus Garvey prophecy, yet they don't know their own history. Et là, bon, c'est vrai que dans les années 70, Marcus Garvey connaît un regain de popularité, notamment grâce aux Rasta qui l'ont remis sur le devant, des gens comme Mighty Diamonds, comme Burning Spear, très connu sur la défense du Marcus Garvey. Et je pense que là, ils font aussi référence au fait qu'en 77, il y avait eu une sorte d'idée qui s'était répandue à travers notamment les Rasta, qui pensaient que peut-être que le 7 juillet 77, ça allait être une date, comment dire, extraordinaire au niveau numérologie, et que peut-être que c'est ce jour-là que le jugement allait s'abattre. Et c'est d'ailleurs le sujet de Two Sevens Clash de Culture qui en avait fait un morceau. Et ce jour-là, même si la Jamaïque n'est pas totalement à l'arrêt, il y a quand même une activité qui est réduite. Les gens qui sont un peu inquiets, se demander un peu comme cette histoire en 2012 avec le calendrier Maya, mais beaucoup plus, comment dire, intense, parce que l'île est petite, enfin l'île est petite dans tous les cas. Et l'île est petite et à cette époque-là, on croit plus en la possibilité de ce genre de choses un peu extraordinaires. Bon, en l'occurrence, le 7 juillet 77, il n'y a pas spécialement d'événements marquants, mais peut-être que c'est dans ce cadre-là qu'il parle de they talk about Marcus Garvey prophecy, but they don't know their own history. Ils parlent de la prophétie de Marcus Garvey sans connaître eux-mêmes leur propre histoire, parce qu'en fait, ce sont les Rastas qui amènent comment dire, la connaissance de la culture ancestrale africaine, et la plupart des Jamaïcains, à cette époque-là en tout cas, ne sont pas tellement, comment dire, intéressés par l'histoire africaine, par les racines, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que The Wrong Thing se veut une critique des Jamaïcains qui sont sur le mauvais chemin, dans la mauvaise pratique, si on veut. Le prochain morceau, c'est un morceau assez intéressant, qui a été repressé il n'y a pas si longtemps, l'année dernière ou l'année avant, Ark of the Covenant. Il a été repressé, c'est un des singles qu'avait sorti les Perry. Il avait sorti Fisherman et Ark of the Covenant sur son propre label Black Ark. Pareil, le single original est très difficile à acquérir, il est très cher et très wanted, comme on dit. Et Dieu merci, ils ont fait un repress en Angleterre il y a un an ou deux. Et ce morceau-là, en fait, il est intéressant à plusieurs égards parce qu'en fait, là encore, c'est une réanalyse, une réinterprétation de certaines histoires bibliques. On va écouter, on va découvrir de quoi il s'agit. Every morning the black sunrise, every morning the black sunrise, it shines out of the Ark of the Covenant. Et donc, ça veut dire tous les jours le soleil noir se lève, tous les jours le soleil noir se lève, et il brille en provenance ou hors de l'arche de l'Alliance.
Alors, l'Arche de l'Alliance, initialement, dans la Bible en tout cas, c'est la boîte dans laquelle se trouvent les tables de la loi, donc les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. Et cette boîte et ces tables de la loi ont été perdues, entre guillemets, dans l'histoire. Alors, cela dit, et c'est intéressant à cet égard aussi, dans l'histoire éthiopienne, ils ont une autre façon de voir les choses. Ils racontent dans l'histoire éthiopienne que le premier empereur éthiopien Ménélik s'est rendu à Jérusalem et qu'il a eu une vision de Dieu à Jérusalem, qui lui a dit qu'il fallait qu'il prenne l'Arche de l'Alliance et les tables de la loi pour les ramener en Éthiopie, parce que Jérusalem allait subir des catastrophes et que ces tables de la loi, cette Arche de l'Alliance, serait perdue. La légende éthiopienne raconte donc qu'il vole les tables de la loi. Enfin, c'est pas vraiment un vol si c'est Dieu qui lui a dit de le faire, mais en tout cas pour les Israélites du moment, c'est un vol. Et la légende raconte que, poursuivi par les Israélites, Dieu envoie des anges pour assister Ménélik dans le fait de ramener l'Arche de l'Alliance en Éthiopie. A noter qu'en Éthiopie, ça va plus que dans la légende, parce que l'église orthodoxe éthiopienne, qui est une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, a été fondée fin du 3e siècle ou début du 4e siècle, après Jésus-Christ. Là-bas, on croit dur comme fer à cette idée, à tel point que il y a dans une église au nord de l'Éthiopie qui s'appelle Sainte-Marie de Sion, non, Sainte-Marie d'Axum ou Sainte-Marie de Sion, je ne sais plus, qui est à Aksum en tout cas, une toute petite église dans laquelle il y a une boîte qui n'est visible que par son gardien, un moine qui est élu gardien tout le temps de sa vie. Et on dit que celui qui ouvre la boîte et regarde sans autorisation devient immédiatement aveugle, et que le seul qui peut s'en approcher finalement c'est ce moine. Et on dit que c'est l'Arche de l'Alliance qui est là. Et les gens se rendent là-bas en Éthiopie, enfin hors de l'église, on ne peut pas y rentrer dans cette petite église, pour rendre des louanges. Et dans chaque église éthiopienne orthodoxe, il y a une réplique de cette boîte qui se trouve, qu'on sort pour certaines fêtes religieuses, en défilé dans la rue. Moi-même, lorsque j'ai été à plusieurs reprises en Éthiopie, j'ai été sur le lac Tana, qui est la source du Nil Blanc, un des deux Nils qui forment le Grand Nil qu'on retrouve en Égypte. Et sur ce lac, qui est énorme, il y a plein d'îles, il y a des monastères, et je suis allé sur une île où on raconte qu'à une époque, ils gardaient l'Arche de l'Alliance. Il y a d'ailleurs une météorite sur cette île, c'est une petite histoire un peu annexe, mais une petite météorite, pas un truc énorme, c'est un truc genre, je sais pas, comme ça peut-être. Et même pas, comme ça, un petit truc. Et en fait, les moines nous racontent, celui qui peut ramasser cette météorite avec une seule main est directement sûr d'accéder au paradis. Alors forcément, tout le monde s'y essaye, moi-même j'ai essayé. Sauf que le truc, c'est que c'est d'une densité incroyable, et je ne sais pas combien de centaines de kilos fait cette petite boule, mais sans parler de la soulever, on la bouge pas, quoi, en fait. Et c'est pourtant pas bien grand. Enfin, tout ça, c'était une histoire annexe, quoi. Voilà, on va revenir au morceau, Ark of the Covenant. Et donc, les Congos, ils ont réinterprété ça en disant tous les jours le soleil noir se lève et il sort hors de l'Arche de l'Alliance. Alors on peut imaginer que c'est parce que justement ils souscrivent à cette idée selon laquelle l'Arche de l'Alliance se trouve en Éthiopie, et que le soleil noir finalement c'est la gloire de Dieu, sort de cette Arche de l'Alliance pour illuminer le monde. Et c'est là où le morceau devient intriguant, parce qu'il dit Prince, priests and warriors were all saved in the Ark of the Covenant.
Donc les prêtres, le prince, le prêtre et, et les guerriers furent sauvés dans l'arche de l'Alliance. Alors là, soudain, on n'est plus dans l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire l'alliance, la première alliance entre Dieu et les hommes, mais la seconde alliance. Parce qu'en fait, la deuxième alliance qui a lieu entre le pacte, si on veut, l'alliance, l'arche de l'alliance, du pacte entre Dieu et les hommes, a lieu après le déluge dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a une sorte de deuxième alliance qui est forgée entre Dieu et les hommes, avec un certain nombre de nouvelles règles. Et on dirait que dans le morceau, l'idée c'est que les princes, les prêtres et les guerriers furent sauvés dans cette arche, plus littérale, c'est-à-dire un bateau, quoi. Et un certain nombre de règles sont établies dans cette seconde alliance avec Noé lors de ce déluge. Bon, c'est un peu long, je vais pas aller dans les détails, mais... Et cette idée de Prince, Priest and Warrior, j'ai un peu cherché de quoi il pouvait s'agir, et on trouve une histoire dans le psaume 110 qui parle de Jésus en tant que prêtre, prince, mais aussi en tant que guerrier. Donc l'idée c'est que Jésus est décrit comme quelqu'un prêt à faire la guerre sainte, mais qui est aussi un but des caractéristiques du prêtre, c'est-à-dire la spiritualité, mais que aussi en tant que fils de Dieu, c'est un prince. Donc c'est peut-être ça. C'est pas tout à fait clair. Hein? Prince, priest and warrior were all saved in the Ark of the Covenant. Là, on est dans une sorte de spiritualité propre au Rasta et peut-être même propre à The Congos qui ont analysé les choses sous leur propre prisme. Parce que là, justement, il dit A pair of everything was saved in the ark. A pair of everything was saved in the ark. Une paire de chaque chose a été sauvée dans l'arche. Even the ants was saved in Noah's sugar pan. Même les fourmis ont été sauvées dans la boîte à sucre de Noé. D'ailleurs, le dub, la face B du morceau Ark of the Covenant, si vous regardez, c'est Noah Sugar Pan Dub. Donc la boîte à sucre de Noé, quoi. Voilà. Donc ce morceau-là intéressant dans ce sens-là où une nouvelle fois il réinterprète, revisite les histoires bibliques, ces choses-là, sous le prisme Rasta. Et ça en fait un morceau très original au niveau du contenu. Et on arrive au dernier morceau du LP qui s'appelle Solid Foundation. Le morceau là commence en disant We are living on a solid foundation et les harmoniques disent I and I solid as a rock. Donc nous vivons sur cette fondation solide qui a été établie par Dieu, par Jah, on Jah's solid foundation. Et les harmoniques disent nous, les Rastas, sommes solides comme le roc. Et il dit, and so no matter what the people want to do, I and I still praise Jah. Donc peu importe ce que disent les gens, ce que font les gens, c'est-à-dire les détracteurs du mouvement Rasta, et il y en a depuis le début du mouvement, et encore plus depuis la disparition en 1975 d'Haïlé Sélassié du trône d'Éthiopie. Les gens sont méprisants envers les Rasta en disant votre Dieu est mort.
Et les Rastas, beaucoup de Rastas disent non, non, c'est pas comme ça du tout. Et ce morceau-là, c'est peut-être une affirmation pour dire I and I solid as a rock, je sommes solide comme le rock. On n'abandonne pas, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites. On est toujours là, solide. Et d'ailleurs, il continue en disant In my father's house there are many mansions, and if it wasn't so, I wouldn't tell it to you. Et il dit, et dans la demeure de mon père, il y a de nombreuses maisons, et si ce n'était pas ainsi, je ne vous le dirais pas. Et ça, c'est une citation, enfin, comment dire, une paraphrase de Jean 14,2. Et l'idée, c'est quelque chose que l'on entend assez souvent, c'est l'idée que les différentes façons de voir les choses, les différentes ordres qui existent dans le mouvement Rasta, que ce soit 12 Tribes of Israel, Nyabingi, Bobo Shanti, Orthodox, etc., sont juste des différentes maisons dans la demeure de Dieu, et que finalement tous prient le même Dieu, donc finalement il n'y a pas de distinction. Voilà. Évitez quand même de se faire striker, donc comme je disais, je ne peux pas trop jouer les morceaux en entier. Ce dont je voulais parler rapidement avant de finir ce petit focus sur l'album, c'est que les deux morceaux bonus, Nicodemus sort sur un label anglais. Je n'ai pas ce pressage moi. Mais il est repressé quelques années plus tard. J'ai acheté ce 10-inch peut-être en 2005, comme ça, 2006. D'un côté, il y a Solid Foundation qu'on vient d'écouter, et de l'autre, il y a Nicodemus, The Congos, sur le label Glimmer. Et Nicodemus, c'est un morceau intéressant, c'est un de mes préférés. Je suis assez surpris d'ailleurs qu'il n'ait pas, inclus sur l'album. Bon, après, quand il y a une contrainte de place, on ne peut pas mettre tout. Hein. Mais Nicodemus, ça parle d'un personnage dont on parle relativement peu dans l'Occident, Nicodème dans la Bible, qui n'est pas spécialement cité dans la Bible, peut-être que dans des apocryphes, mais dans la Bible normale, en tout cas, relativement peu cité. Mais il y a une phrase que j'ai toujours beaucoup aimé entendre dans le morceau, et qui est une sorte de paraphrase de ce qui se passe dans la Bible. L'idée, c'est Nicodemus went to Jaja by night to ask him the way of salvation and right. You've got to be born again. Et donc, la paraphrase, c'est Nicodème est allé aux côtés de Dieu, de Jaja, la nuit, donc Jésus dans la Bible, pour lui demander quelle était la manière d'assurer son salut, et quelle était la manière de la droiture. Et Jésus lui répond, il faut renaître, c'est-à-dire naître de nouveau. Donc j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase. Et donc ça parle de ça. Ce dont ne parle pas le morceau de Nicodemus, c'est que Nicodème dans la Bible participe à la préparation du corps de Jésus, une fois qu'il est descendu de la croix. Voilà. Mais le morceau est excellent, je vous incite à l'écouter, on ne va pas l'écouter là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Et l'autre morceau, aussi notre préféré, s'appelle At the Feast, qui parle du Feast of the Passover, qui est un festin qui est mentionné dans la Bible. Il sort uniquement à l'époque sur ce label PM Records en Angleterre. Et PM, on pourrait se demander qui est-ce. Mais c'est Pauline Morrison, la femme de Lee Perry, qui semble l'avoir sorti plus ou moins en douce, parce qu'à cette époque-là, elle est, pas dans les meilleurs termes avec Lee Perry, et elle semble avoir pris quelques bandes par-ci par-là pour pouvoir publier des choses, produire des choses de son côté. En tout cas, elle a bien fait parce que du coup, d'un côté, il y a ce At the Feast, malheureusement, il n'y a pas le dub de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a quand même Sons of Slave de Junior Delgado, qui est aussi une production Lee Perry, donc c'est un excellent 7-inch, qui ne coûte pas super cher, on peut se le procurer. De cette époque, Lee Perry et les Congos,
Il y a aussi un autre morceau qu'on aurait pu carrément appeler un Congos. C'est Wattie Burnett avec les Congos de l'harmonie, donc autant dire que c'est les Congos, qui fait une magnifique reprise de Rainy Night in Georgia, qui s'appelle Rainy Night in Portland. Je l'ai là, je n'ai pas pensé à le sortir, mais vous pouvez le trouver assez facilement. La phase B, c'est Twin Roots No Love. Ça a été repressé pareil au début des années 2000. C'est à cette époque-là que je l'avais acheté. Super, super morceau. La meilleure reprise à mon sens, le Rainy Night in Georgia, avec Wattie Burnett au lead, alors qu'il ne fait jamais que les harmonies. C'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça Wattie Burnett et pas The Congos, mais bon, c'est les Congos. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Dans le documentaire qu'on peut trouver, on trouve les images sur internet, Beat of the Heart, je crois qu'il s'appelle. On voit une session studio où on voit les Congos accompagnés de deux des chanteurs des Heptones, ainsi que de Junior Mervyn, qui chante un morceau qui s'appelle Play On Mr. Music. Et pendant des années et des années, il n'y avait pas de morceau en fait. C'était un truc qui a été enregistré comme ça et qui était resté à l'étape de démo et qui avait heureusement survécu au feu du Black Ark. Il y a 15 ans peut-être, quelqu'un s'est mis en tête d'éditer ça et ça s'appelle Play On Mr. Music. C'est pas vraiment The Congos, ils appellent ça The Upsetter Review, c'est-à-dire tous les gens qui étaient upsetter. Mais on y trouve les Congos qui chantent avec, comme je vous disais, les Heptones et Junior Mervyn et c'est magnifique. Il y a quelques autres morceaux qui sortent, mais de cette époque-là, de cette même époque, Lee Perry, les Congos, il y a Don't You Blame It On I qui sortira ailleurs. Personnellement, je trouve que c'est un morceau qui est vraiment inférieur à toutes les autres productions et je comprends là, en l'occurrence, qu'il n'est pas inclus. Alors, je regarde juste sur mon petit fichier s'il n'y a rien que j'ai oublié de vous dire qui était vraiment crucial, qu'on va me dire, t'en as pas parlé, c'est inacceptable. Nicodemus Solid Foundation sort en 77 avec Ark of the Covenant, Road, Fisherman, Congo Man, ça c'était sur Island, je vous l'ai dit. 78, The Feast, Pauline Morrison. 79, Children Crying, Open the Gate. 81, Fisherman Can't Come In. Ah oui, une petite précision, et ça c'est pour montrer un peu le côté informel quelque part des enregistrements. Sur La 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 Bam Bam, le morceau qu'on a écouté en fin de face A, Gregor Isaacs est cité comme harmoniste sur ce morceau. Il devait être de passage par là. Il a enregistré un ou deux morceaux à Black Hawk, donc à cette époque-là. Au début, j'y croyais pas trop. J'ai vraiment écouté au casque et tout, plein de fois. Puis finalement, il y a un ou deux moments où je crois qu'on l'entend, mais genre bien mélangé à toutes les autres harmonistes. Voilà, c'était pour l'anecdote supplémentaire. J'espère que ça vous a intéressé, ce petit deep dive dans l'album Heart of the Congos. N'hésitez pas à commenter, donner des avis, des suggestions pour la suite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le Focus numéro 4 est toujours disponible sur les Reggae Queens. Je vous incite, si vous ne l'avez pas commandé, à le commander. Vous pouvez m'écrire tout simplement en message privé. Et puis, si vous avez des suggestions d'albums aussi pour un prochain deep dive, je considère. Donc, un petit like, un petit share et un commentaire pour donner votre avis. Je serai ravi de vous lire et de prendre en considération ce que vous avez à dire. Je vous remercie et je vous dis big up et à bientôt. One love, one heart.